Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est de Diderot que nous vous parlons cette semaine, que nous vous reparlons pour être plus exact, puisque les émissions que vous entendez ont déjà été diffusées entre le 1er et le 6 février 2010. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance du lundi au vendredi de 10h à 11h sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Pierrick Charles à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Mathilde Unger, Vanina Modiconacci. C'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Diderot, Denis Diderot, dans les nouveaux chemins de la connaissance, le génial Diderot, en compagnie d'un invité unique, Raymond Trousson, biographe de Diderot, dont nos auditeurs fidèles connaissent l'accent, l'érudition et les talents de conteur pour l'avoir déjà entendu nous parler à ce même micro de Voltaire et de Rousseau. Diderot donc, le philosophe que Barbé d'Aurevilly traite d'omelette soufflée, dont il raconte qu'il est mort comme un chien de trop-plein après avoir dîné. Diderot donc, le meilleur ami du genre humain, l'écrivain dont Lagarde et Michard dénoncent le penchant pour le matérialisme comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse, le penseur que les universitaires négligent, que les enracinés détestent comme les mélancoliques et les conservateurs, mais que Michelet, après Voltaire, surnomme le pantophile, c'est-à-dire l'amoureux de tout. Le nom de Diderot roulera toujours dans le torrent du siècle impur qui commence à Voltaire, l'auteur de La Pucelle, passe par Piron, le poète de l'Aude à Priape, et finit par De Sade, l'immonde romancier de Justine, de ce siècle dont lui, Diderot, l'auteur des bijoux indiscrets, augmenta autant qu'il le put l'impureté. Impossible d'écrire l'histoire du XVIIIe siècle sans y rencontrer le nom et l'influence de Diderot, de l'infatigable ouvrier de l'encyclopédie qui a entassé la vidange de toutes les erreurs du XVIIIe siècle dans cette infecte tine de l'encyclopédie, non pas pour les emporter, en cela inférieur aux autres ouvriers de ces dégoûtantes besognes. Diderot surfait, grandit pour 1000 raisons, dont j'ai dit quelques-unes et dont la plus forte et la plus actuelle est ce matérialisme qui produit des Littrés en philosophie, des Courbet en art et des Zola en littérature, d'éjection dernière. Diderot, mis en statut d'œuvre complète, avant d'être mis en statut de place publique comme Voltaire, doit être examiné et mis à sa place juste dans le rang littéraire par une critique impersonnelle et définitive. Bonjour Raymond Trousson. Bonjour. Bonjour. C'est une bonne façon de commencer une semaine sur Diderot, de commencer ainsi par l'aimable Barbé d'Aurevilly. Qu'en pensez-vous ? Oui, dans la mesure surtout, Barbé d'Aurevilly est un admirable critique qui écrit d'une manière absolument superbe, on vient de s'en rendre compte, mais qui, bien entendu, monarchiste et ultramontain, déteste profondément Diderot, d'autant plus que sa critique, il l'a faite à l'époque où, pour la première fois depuis bien longtemps, on fait une édition moderne des œuvres complètes. Et c'est là-dessus qu'il démarre, en disant d'ailleurs, jusqu'ici, on avait du Diderot en pièces détachées, c'était déjà bien pénible, mais maintenant, on va voir rassembler toutes ces horreurs, on va pouvoir les acquérir. Et bien sûr, il s'en prend, et cite évidemment Zola, qu'il situe dans la perspective aussi de Diderot, et comme il disait, il faudrait déblayer le fumier de cet onagre. Oui, alors mais justement, il veut déblayer le fumier d'un héritage qui lui semble nauséabond. A-t-il raison de repérer une filiation de Diderot jusqu'à Zola ? Le paradoxe de la critique de Barbé d'Aurevilly, c'est qu'en un sens, j'ai le sentiment que les filiations qu'il inscrit dans la pensée de Diderot sont tout à fait pertinentes. Oui, bien sûr, et de toute façon, on a très souvent observé les ressemblances qui existaient entre certains aspects de la pensée de Diderot et ce qui fait le fondement même des Rougon-Macquart, c'est-à-dire le thème de l'hérédité, ce que Diderot appelait la molécule paternelle et Zola la fêlure, qui détermine le comportement de l'individu, c'est-à-dire en partant moins des contraintes sociales qui existent bien sûr, mais que du déterminisme biologique. Alors vous parlez de molécule paternelle, la référence se trouve dans le Neveu de Rameau, il y a un dialogue, enfin entre autres, il y a un dialogue sur la molécule paternelle. On va parler du Neveu de Rameau dans cette semaine, mais juste peut-être en guise d'avant-goût, quelques mots là-dessus. Il y a un paradoxe dans cette molécule paternelle, puisque se pose chez Diderot la question de l'hérédité, et donc par là même la justification de tout son travail, qui est un travail d'encyclopédiste, on le sait, un travail qui
part du principe que les individus ne sont pas intégralement justement déterminés, puisque en écrivant l'encyclopédie, il spécule également sur la possibilité pour un homme d'apprendre. Oui, mais ce n'est pas tout à fait contradictoire, et ça apparaîtra très bien en 1774 lorsqu'il écrit sa réfutation d'Helvétius. Dans De l'homme, Helvétius est matérialiste comme Diderot, mais il part du point de vue que l'esprit humain est au départ une table rase, et que, par conséquent, c'est l'éducation et le milieu social qui le déterminent et qui créent entre les hommes des inégalités et des différences. Or, Diderot lui aussi est matérialiste, et lui aussi croit qu'il n'y a pas de liberté humaine, qu'elle est une illusion. Mais, d'abord, dit-il, l'homme n'est pas exactement un animal et il me faut des causes propres à l'homme. Et cette cause propre à l'homme, il fallait découvrir évidemment dans une organisation de la matière plus raffinée chez l'homme que chez l'animal, mais il veut aussi insister sur le fait qu'il existe à ses yeux deux déterminismes. Helvétius ne parle que du déterminisme social. Selon la classe où on est né, eh bien on a plus ou moins de chances de développer son intelligence, etc. Mais si on arrivait à l'égalité sociale, et si tous les enfants recevaient la même éducation, eh bien on arriverait à l'égalité entre les hommes. Et ça, Diderot ne veut pas l'accepter, parce que, dit-il, mais que faites-vous alors du génie, c'est-à-dire de l'individu d'exception? Et là, il fait allusion à une autre hérédité, qui est l'hérédité biologique, génétique, à laquelle, bien entendu, nous ne pouvons rien. Du moins, jusqu'à nos jours, peut-être ça va-t-il changer. Et c'est là qu'il s'exclame, d'ailleurs, pour donner tort à Helvétius, si votre principe était exact, je vous donne 500 élèves, vous allez donc nous fabriquer 500 génies. C'est absurde. Et c'est alors qu'il fait cette apostrophe en songeant à un de ses condisciples de Langres, hélas, pauvre Garnier. Un de ses condisciples, qui était un garçon plein de bonne volonté, qui suait sang et eau jour et nuit pour apprendre ses leçons et qui s'en tirait tout juste, alors que moi, dit Diderot, je ne faisais jamais rien, je prenais mes leçons sur le chemin de l'école et j'étais toujours le premier. Que pouvez-vous faire à ça? Autrement dit, ce qu'il refuse chez Helvétius, c'est un matérialisme mécaniste, automatique. Il y a autre chose, et cette chose, c'est la molécule paternelle, celle, il l'avoue d'ailleurs, qui manque précisément au neveu de Rameau. Le neveu de Rameau est aussi un musicien, comme son oncle, le grand Jean-Philippe Rameau. Mais il n'a pas le génie, il n'est qu'un exécutant. Cette molécule paternelle lui manque et quoi qu'il fasse, il n'arrivera jamais à rien. C'est donc en faisant valoir la singularité d'une génétique, d'un héritage génétique, d'une hérédité, on va plutôt employer le terme d'hérédité, qui serait plus juste, moins anachronique bien sûr, c'est donc en faisant valoir la singularité d'une hérédité que Diderot préserve la singularité des individus, c'est-à-dire c'est en surdéterminant le déterminisme matérialiste qui est le sien qu'il obtient la possibilité de disparité entre les individus. Oui, en effet. Et il croit profondément à cette disparité, puisque par exemple dans le plan d'une université pour le gouvernement de Russie, il ouvre l'instruction à tous, ce qui est extrêmement libéral à l'époque bien sûr, et il prévoit même des bourses pour ceux qui n'auraient pas les moyens de faire des études, mais en les réservant, dit-il, aux élèves capables, doués. Inutile de perdre son temps et son argent avec ceux qui ne le sont pas. Jamais vous ne transformerez un cheval de labour en cheval de course. Vous avez parlé de Langres, Raymond Trousson, on va repartir du début. Diderot est né à Langres d'un père coutelier, ce qui n'est pas d'ailleurs anodin quand on songe à l'anecdote de la Gaine et du Coutelas dans Jacques le Fataliste, où la Gaine se plaint que le Coutelas aille visiter d'autres Gaines et le Coutelas se plaint que la Gaine accueille d'autres Coutelas. Son père était coutelier, il est né à Langres, une ville d'ailleurs dont il retient à la fois le fait qu'elle offre le plus beau paysage du monde et dont il dit en même temps, parlant des Langrois, qu'ils ont de l'esprit, de l'éducation, de la gaieté, de la vivacité et le parler traînant. Ils ont des livres, ils lisent et ne produisent rien. Ce qui d'ailleurs, je dois dire, est démenti par sa seule existence à lui, Diderot. Oui, Langrois en chef. Oui, voilà, Langrois en chef. Mais il est en effet l'exception qui, si l'on peut le dire, confirme la règle. Du reste, lorsqu'il retournera à Langres, notamment à l'occasion
de la mort de son père, puis en se rendant à Bourbonne. Il est accueilli là-bas comme un homme célèbre, l'enfant du terroir. Alors on l'invite à des dîners, etc. Et il a une réflexion sur ceux qu'il a connus dans sa jeunesse. Certains ont été ses condisciples, etc. Et il fait une réflexion sur ce qu'ils sont restés. Et, au fond, ça le concerne. Il se dit, si moi aussi j'étais resté à Langres, sans doute n'aurais-je pas pu m'épanouir comme je l'ai fait dans le milieu parisien, qui était celui de la culture et du progrès, et je serais peut-être comme eux. Donc le milieu joue bien entendu un rôle qu'il ne discute pas. Simplement, il estime qu'il y a, à côté du milieu social, il y a aussi cette influence de l'hérédité, de la molécule paternelle. Il y a un double déterminisme qui prive l'homme d'ailleurs de toute liberté. La liberté humaine est un mythe, c'est une illusion. Si on fait la psychanalyse de Diderot, ce qui là encore est anachronique, mais après tout, pourquoi pas, l'influence de la molécule paternelle sur Diderot permet d'expliquer peut-être bien des paradoxes, en particulier celui selon lequel, de son propre aveu, il reste encore croyant d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il croit en Dieu, mais ce qui veut dire qu'il conserve en somme de la morale les préceptes d'un homme qui croirait en Dieu ou qui croirait en des principes indiscutables. Est-ce que, alors on va là encore revenir sur cette difficulté propre au texte de Diderot qu'on trouve dans Jacques le Fataliste, qu'on trouve en particulier, j'y pense, dans le Neveu de Rameau, mais est-ce que il ne faut pas situer cela originellement dans le rapport que Diderot entretient avec son père? Diderot est un homme sans mère, sa mère disparaît très, très tôt. En revanche, ce père sévère, cette tutelle, lui fait dire que l'amour paternel est une des plus puissantes affections de l'homme. Il se souvient même du jour où son père a pleuré de joie quand Diderot est rentré du collège, les bras chargés des couronnes et des prix qu'il avait remportés. Et Diderot commande ça en disant « C'est une belle chose qu'un homme de bien et sévère qui pleure ». Oui, le milieu de Diderot est un milieu assez particulier. D'abord, son père est coutelier, comme vous le dites, mais enfin, disons que c'est un coutelier de pointe, parce qu'il ne fait pas que des couteaux de cuisine. Il fait aussi des lancettes, des scalpels, des bistouris de chirurgie, qui sont très appréciés à l'époque. C'est donc un artisan de qualité. C'est un homme croyant, indiscutablement, dévot, sans être pour autant bigot ni fanatique, loin de là. C'est un homme sage, équilibré, qui a une excellente réputation dans sa ville, mais qui est aussi, évidemment, un homme qui est absolument incapable de suivre l'évolution de son fils, même s'il admire ses premiers succès, comme vous venez de le rappeler. Diderot, lui, s'efforcera toujours de créer une morale qui soit indépendante de l'orthodoxie et des dogmes religieux. Un homme comme Rousseau, par exemple, pensera toujours qu'il n'y a pas de morale sans religion. J'ai cru longtemps qu'on pouvait être vertueux sans religion. Je suis bien désabusé de cette chimère. Au contraire, tout l'effort de Diderot, depuis les pensées philosophiques en 1946, consiste justement à essayer de fonder la morale sur autre chose, c'est-à-dire sur un utilitarisme social. La vertu, c'est ce qui est bon pour l'ordre social et pour ses semblables. Le vice, c'est ce qui est nuisible. Dès lors, malgré le déterminisme qui frappe chaque individu, il estime qu'il est tout de même possible d'infléchir ce déterminisme par la pédagogie, l'exemple et l'instruction. On peut donc légèrement modifier, influencer ce déterminisme. Mais l'essentiel est en effet de créer une morale indépendante de toute croyance, le bien pour le bien, sans espoir de récompense dans l'au-delà, bien entendu, et ce culte de la vertu, qui est assez caractéristique d'ailleurs d'un certain 18e, chez Rousseau aussi, qui fait parfois un petit peu sourire, mais qui est chez Diderot une aspiration vraiment très sincère, très passionnée, voire exaltée. On est ici au cœur d'une ambiguïté qui engage par-delà le Diderot, par-delà même le XVIIIe siècle d'ailleurs, une question cruciale autour de la question de la morale. On peut considérer d'un côté qu'une morale qui ne repose sur rien est une morale faible, une morale pauvre, une morale qui ne tiendra pas, qui ne résistera pas justement au calcul que chacun peut faire de son propre intérêt. On peut également considérer qu'une morale qui s'appuie sur un décalogue ou qui s'appuie sur une parole divine, comme c'est le cas chez Rousseau notamment, dont finalement la figure divine est également l'inspirateur de la morale, est une morale qui en revanche a besoin de recourir à une béquille, ne se suffit pas à elle-même. Or Diderot essaie de penser ce paradoxe qu'on trouvera chez Kant, qu'on trouvera ensuite d'ailleurs chez bien des penseurs qui justifient la morale en l'absence de principes transcendants, en somme d'une morale qui serait à elle-même sa propre fin. Mais c'est ce que Diderot a un peu illustré vers 73-74 dans un petit texte tout à fait charmant d'ailleurs, qui s'appelle « L'entretien d'un philosophe avec la maréchale ».
Il rend visite au maréchal de La Broglie. maréchale de 3 De- étoiles. C'est la maréchale de Broglie. Il rend visite au mari qui n'est pas là et se trouve en présence de la femme qui est une croyante sincère mais pas bigote, mais qui s'effare de se trouver en face de cet athée notoire et qui s'exclame « Comment c'est-vous, monsieur Diderot, l'athée, et vous ne pillez pas, vous ne volez pas ?» Et Diderot répond en souriant « Non, très rarement ». Et s'engage alors une discussion sur l'utilité de la religion pour la morale. Et la maréchale lui fait observer que la croyance en Dieu, la crainte des châtiments, Est etc., une garantie. est une garantie, offre justement une certaine protection contre les débordements. Et Diderot lui dit oui, c'est exact, pour les petites choses. Et là, il rejoint Voltaire qui disait, je crois que mon cordonnier, mon artisan, doit croire en Dieu parce que j'estime que j'en serai moins volé. Il y a une utilité sociale. Seulement, dit-il, si elle empêche de petits mots que de grands mots, a-t-elle causé le fanatisme, l'intolérance, les bûchers, l'inquisition, la Saint-Barthélemy, que sais-je. Donc, dit-il, je crois que la religion cause plus de mal que de bien. Et il faut pouvoir faire, sans la religion, une morale. Enfin, dit la maréchale, que gagnez-vous à ne pas croire? Et ça, c'est l'argument pascalien. Hein. Rien du tout, Madame la maréchale. Est-ce qu'on croit parce Voilà. qu'il y a quelque chose à gagner? Exactement. Il inverse le fameux pari pascalien. Vous ne perdez rien à croire, ça peut toujours servir. Ben, lui, il inverse, effectivement. Et quant à l'erreur qu'il peut commettre, car il lui dit « Et si vous vous trompez, et si Dieu existe ?» C'est alors qu'il raconte l'apologue du jeune Mexicain qui n'a jamais voulu croire les contes de sa grand-mère sur l'existence d'un royaume éloigné. Et puis soudain, un jour, poussé par la mer, il s'y réveille, et le souverain du royaume, magnanime, lui pardonne parce qu'il a été de bonne foi. Et on retrouve là chez Diderot une reprise qui est celle de Pierre Bel, d'ailleurs. C'est le thème de la conscience errante. La conscience a le droit de se tromper pour peu qu'elle soit de bonne foi. Et Dieu ne saurait lui en vouloir si sa bonne foi est entière. Mais donc, revenons-en justement à cette différence avec Diderot et Pascal, quand il dit « Est-ce qu'on croit parce qu'il y a quelque chose à gagner ?» Au fond, dire qu'il faut croire parce qu'il y a quelque chose à gagner, c'est détruire la morale en la subordonnant à autre chose qu'elle-même. Bien sûr, puisqu'elle n'est plus indépendante. Elle dépend de ce que l'on espère. Or, dans une véritable morale, il n'y a rien à espérer. On doit faire le bien parce qu'il faut faire le bien. D'où cet utilitarisme dans la pensée de Diderot. Et chez lui, au fond, ce qui est frappant dans ce petit entretien, c'est que de manière plaisante, souriante, il renverse la proposition traditionnelle sur la tolérance. Jusqu'ici, on nous avait parfois, même chez des penseurs chrétiens, montré un croyant, très sincère, très religieux, mais, disons, tolérant, ouvert. Ici, Diderot nous présente la figure de l'athée tolérant. Il lui dit, moi, voilà, c'est ce que je crois, je suis matérialiste et athée. Mais vous, madame, si cela vous fait du bien de croire, eh bien, mon Dieu, croyez. Je pense ce que je veux, vous pensez ce que vous voulez. C'est l'athée tolérant, et non plus le religieux tolérant. Il inverse radicalement les proportions traditionnelles. Mais en inversant de cette façon les proportions traditionnelles, est-ce que Diderot, comme il se pose la question lui-même d'ailleurs, hein, la maréchale de Broglie lui dit « Votre morale est d'un croyant », à quoi Diderot dit pourquoi non quand il est honnête homme, mais en inversant les termes de la proposition, Diderot, peut-on dire donc que Diderot, en un sens, demeure croyant? Ben, il est croyant dans la mesure où il fait confiance à certaines perfectibilités de l'homme qui le fait tendre vers le bien. Et c'est évidemment cette tension vers le bien qu'il faut tenter d'encourager par la pédagogie, par l'instruction, voire même par l'exemple du châtiment des criminels. C'est-à-dire par une morale qui se soutient elle-même sans appui transcendant. Puisque de toute façon, chez Diderot, c'est inimaginable. Dieu n'existe pas. Où serait l'appui transcendant de la morale? Mais en même temps, la persistance de la morale pose un problème. Ça demeure problématique. Oui, mais il faut tenir compte aussi, bien sûr, de certains aspects un peu paradoxaux chez Diderot, mais qui se comprennent. Il ne faut pas toujours confondre chez Diderot, bien entendu, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ni le philosophe avec le bourgeois. Imaginez, par exemple, que c'est moins que ça n'en a l'air, mais enfin, cette extraordinaire libération sexuelle, par exemple, du supplément au voyage de Bougainville en 72, est contemporain du très bourgeois mariage d'Angélique, pour qui il constitue une dot. Angélique, c'est sa fille. C'est sa fille. Rappelons-le. Pour qui il écrit une lettre au lendemain de son mariage en lui recommandant la soumission aux volontés de son mari, l'attention au jugement du public sur sa conduite, alors que lui-même avait tourné ce jugement en ridicule
dans Madame de la Carlière. Donc, il y a la vie pratique, la vie sociale, où on s'accommode des choses telles qu'elles sont, et puis il y a la réflexion philosophique qui va beaucoup plus loin. Et c'est ce que vous retrouvez d'ailleurs dans le rêve de d'Alembert, lorsque Bordeu, expliquant certaines hypothèses assez scandaleuses, par exemple sur l'hybridation des espèces, lui dit « J'espère que vous ne jugerez pas de ma morale et de mes mœurs sur ma pensée scientifique. » C'est pas la même chose. Donc il y a, chez Diderot, on l'a souvent souligné bien sûr, un certain goût, une certaine tendance au paradoxe. C'est demain que nous parlerons du rêve de d'Alembert, qui est un texte tout à fait génial, où d'Alembert, tantôt endormi j'allais dire géomètre, s'éveille et devient sceptique, façon d'ailleurs d'ajouter à la confusion à la confusion. D'ailleurs, c'est un d'Alembert qui est un personnage conceptuel, puisque c'est un d'Alembert qui sera furieux lui-même d'être ainsi dépeint, tout comme Mademoiselle de Lespinasse, d'ailleurs, dans ce texte. Mais c'est demain que nous parlerons du rêve de d'Alembert avec vous, Raymond Trousson. Revenons-en à la biographie de Diderot, puisqu'après tout, elle est importante dans la mesure où elle offre aussi un contrepoint. À la vision du monde qui est la sienne, Diderot était un bourgeois. Bien sûr. Il est un bourgeois et toute sa vie, il gagne sa vie parfois assez difficilement. Il ne sera d'ailleurs jamais véritablement riche. On peut parler de sous-prolétariat des lettres, moment où il décrit dans Le Neveu de Rameau toutes ses entreprises pour gagner sa vie. Oui, c'est-à-dire que Diderot vit l'un des aspects de la condition de l'homme de lettres au XVIIIe siècle. Cet homme de lettres peut être soit très riche, donc indépendant, c'est Voltaire, soit être pauvre et vouloir le rester pour conserver cette même indépendance. C'est le cas de Rousseau qui, lui, se fait copiste de musique. Et Diderot, lui, comme le dit Voltaire, il est esclave des libraires. C'est-à-dire qu'il travaille pour l'encyclopédie, qui lui coûte d'ailleurs une part de son œuvre personnelle, bien sûr, et ce sont ses seuls moyens d'existence. L'homme de lettres, à l'époque, n'a pas d'autre ressource que d'écrire, d'écrire, d'écrire toujours, comme le font bien d'autres, comme le Sage, comme Marivaux, etc. Sinon, de quoi pourrait-il vivre? Il a donc des aspirations bourgeoises, et en particulier, justement, cette nécessité de constituer une dot pour sa fille Angélique, puisqu'il faudra bien un jour la marier et la caser, et qu'à l'époque, sans dot. Le coup de chance pour lui interviendra donc lorsque, en 65, l'impératrice de Russie, Catherine II, lui achète sa bibliothèque et, par conséquent, lui verse une somme, 15 000 livres, qui va constituer véritablement la base, avec aussi l'héritage de son père, la base non pas d'une fortune, mais disons d'une aisance qui lui permet de couler ses dernières années de manière plus confortable et aussi de faire à Angélique une dot de 100 000 francs. Il est donc inscrit dans un contexte social auquel, bien sûr, qu'il ne peut pas transcender toujours. Il le fait souvent en philosophie, mais la philosophie ne sert pas toujours dans la vie courante. Oui, l'esprit de Diderot a ses raisons que le corps de Diderot ne connaît pas. Il pousse d'ailleurs son tempérament bourgeois jusqu'à l'adultère, on lui connaît des maîtresses fameuses, et magnifiques d'ailleurs, et Diderot ne cesse d'ailleurs de se plaindre chez lui de ses incendies domestiques, de ses débordements, de sa femme. C'est Antoinette Champion, sa femme. Il dit quel avantage il en reviendra à cette femme lorsqu'elle m'aura fait rompre un vaisseau dans la poitrine ou déranger les fibres du cerveau. En vérité, cette femme a l'âme féroce, dit-il, parlant de son épouse. Oui, mais il ne faut pas oublier que, au fond, le couple que forme Diderot avec sa femme ressemble un peu à celui que Rousseau formait avec Thérèse Levasseur, à savoir que l'un et l'autre se sont mis en ménage avec des femmes qui n'étaient pas du tout de leur niveau intellectuel. Toinette Champion, d'après ce que dit sa fille, Madame. Vous l'appelez Toinette, hein? Il l'appelait Toinette aussi, ou Nanette. Ou Nanette aussi. Voilà. Était, paraît-il, une fort belle fille aux yeux noirs, fort bien faite, etc. Et certainement la sensualité chez le jeune Diderot a joué un rôle, en effet, dans son obstination à l'épouser. Mais il est très vite apparu que cette personne avait un caractère passablement difficile, et Rousseau, qui l'a bien connu, dit d'ailleurs qu'elle était pigrièche et arrangère. Donc, les scènes dont parle Diderot sont tout à fait exactes, mais enfin, disons tout de même qu'à la décharge de Nanette, on peut dire certaines choses. Primo, que Diderot avait des liaisons, Madame de Puisieux, Sophie Volant, Madame de Meaux, d'autres encore, des passades, qui ne devaient pas la satisfaire, et d'autre part que cet homme n'avait jamais une minute pour sa femme, alors qu'il en avait pour ses amis, et pour ses maîtresses, et pour son travail. Alors, lorsqu'il passe 3 semaines au Grand Val chez le baron d'Holbach,
et qu'il revient sur la pointe des pieds et affligé d'une indigestion carabinée, on peut s'étonner qu'il s'étonne que Nanette ne l'accueille pas avec un très large sourire. Vous avez parlé de ses amis, Raymond Trousson, on va en parler un peu, en tout cas on va évoquer deux d'entre eux, encore que je ne suis pas certain que le second ait jamais été son ami, c'est Rousseau et Voltaire. On peut également parler de Grimm, qui est pour le coup véritablement peut-être le seul ami que Diderot se reconnaisse. Avant cela, parlons de Rousseau, je voudrais qu'on entende une lettre extraite de la correspondance magnifique que Diderot entretient avec Sophie Volant. Une lettre qui date du 20 décembre 1765 dans laquelle Diderot revient sur celui qui a été son ami et celui qui cessera de l'être, c'est-à-dire Rousseau. Écoutez. Il y a 3 jours que Rousseau est à Paris. Je ne m'attends pas à sa visite, mais je ne vous cèlerai pas qu'elle me ferait grand plaisir et que je serais bien aise de voir comment il justifierait sa conduite à mon égard. Je fais bien de ne pas rendre l'accès de mon cœur facile. Quand on y est une fois entré, on n'en sort point sans le déchirer. C'est une plaie qui ne cautérise jamais bien. Il y a quelque temps qu'il me tomba sous la main une lettre de lui où il y a des choses charmantes. Il y disait des prêtres qu'ils s'étaient constitués juges du scandale, qu'ils excitaient le scandale, et qu'en conséquence du scandale qu'ils avaient excité, ils appelaient ensuite les hommes à leur tribunal pour y être punis de la faute qu'ils avaient eux-mêmes commise. Moyen infaillible, ajoutait-il, pour vexer la discrétion, le particulier, la société, le sujet, le magistrat, le souverain, une nation entière, toute la terre. Il les comparait ensuite à ce chirurgien, logé à l'angle d'un carrefour, et dont la boutique s'ouvrait sur 2 rues. Ce chirurgien sortait par une porte et blessait les passants, puis il rentrait subitement et ressortait par l'autre porte pour panser ceux qu'il avait blessés, avec cette petite différence que l'homme de l'encoignure guérissait en effet le mal qu'il avait fait, au lieu que le prêtre n'accourt que pour l'augmenter. Rousseau passera ici une quinzaine. Il y attendra le départ de M. Hume, qui le conduira en Angleterre et l'installera à Pelham, petit village situé sur les bords de la Tamise, où il jouira du repos, s'il est vrai qu'il le cherche. M. de Saint-Lambert a dit de lui un mot charmant. « Ne le plaignez pas trop, disait M. de Saint-Lambert. Il voyage avec sa maîtresse. » Diderot était à peu près de mon âge, il aimait la musique, il en aimait la théorie, nous en parlions ensemble, il me parlait aussi de ses projets d'ouvrage, cela forma bientôt entre nous des liaisons plus intimes qui ont duré 15 ans avant de s'achever. Je dois dire, dans la colère, rarement une rupture a été aussi consommée que la rupture entre l'aimable Diderot et l'ombrageux Rousseau, Raymond Trousson. Disons que leur rupture, à la suite de toute une série de péripéties, mais en réalité surtout aussi parce que, au fur et à mesure de l'évolution de leur génie propre, ces 2 hommes devaient finir par se séparer. Parce que, précisément... C'est surtout une question de tempérament. C'est une question de tempérament. Vous dites génie propre, on peut parler de caractère ici. Non ? De caractère, de diaphragme aussi, de système nerveux, comme disait Diderot. Mais c'est aussi le fait qu'évidemment les philosophies de Diderot et de Rousseau, notamment sur le plan religieux, s'écartent de plus en plus et qu'il n'a plus de points communs avec Diderot et les amis qui les entourent, la synagogue du baron d'Holbach, etc. Donc la rupture qui vient de Rousseau est officielle, elle est publique en 1758 dans la lettre d'Alembert. Et Diderot en est profondément blessé, d'abord parce que, tout simplement, il avait de l'amitié pour Diderot, malgré la dispute. Ensuite, parce que cette rupture est publique et l'accuse de trahison à l'égard de son ami, à un moment où l'entreprise encyclopédique est gravement menacée et Diderot lui-même, Rousseau le traite de sans-dieu, de traître, etc. Diderot lui rendra d'une certaine manière l'appareil. D'ailleurs, on a vu dans la lettre que vous avez lue qu'il regrettait à certains moments l'absence de Rousseau. Il a même essayé de faire d'ailleurs des tentatives de rapprochement à l'époque où Rousseau était exilé en Suisse par l'intermédiaire d'un ami commun. C'est Rousseau qui les a repoussés, contrairement à ce que dira plusieurs années plus tard Diderot, qui veut faire croire que c'est Rousseau qui avait essayé de renouer. Ce n'est pas le cas. En revanche, il se vengera un petit peu de ça en 78 dans l'essai sur la vie de Sénèque, où il annonce la publication des Confessions et où, dit-il, un artificieux scélérat viendra salir la réputation d'honnêtes gens. C'est un texte qui, à l'époque, a fait scandale, parce que ça tombait mal. En 78, Rousseau vient de mourir.
Et un homme qui vient de mourir n'a plus que des vertus, c'est bien connu. Donc, tous les fanatiques, tous les turiféraires de Rousseau se sont élevés contre cette scandaleuse déclaration à l'égard d'un homme qui était mort et qui ne pouvait plus se défendre. Et Diderot, d'ailleurs, enfoncera le clou 4 ans plus tard, en 82, dans une réédition de son essai sur la vie de Sénèque, en expliquant alors les raisons qu'il avait, en effet, d'en vouloir à Rousseau, en 82, c'est-à-dire au moment où paraissent les 6 premiers livres des Confessions. Il ne sera plus là en 89 pour la seconde partie, où il est question de lui, en effet, alors que Diderot n'est évidemment pas touché par les 6 premiers livres qui racontent la jeunesse de Rousseau, c'est dans la suite. Mais il y aura entre ces deux hommes une amitié profonde pendant 15 ans, et qui finira à la suite de toute une série de circonstances très embrouillées. Madame de Vandel, la fille de Diderot, disait d'ailleurs que c'était à la suite d'une dispute où le diable ne retrouverait pas ses petits. Mais c'est une amitié qui a compté. Celle avec Grimm, c'est autre chose. Elle commence en 1749, au moment où Diderot sort de prison, du donjon de Vincennes. Et il y a entre ces deux hommes, et entre ces 3 hommes d'ailleurs au départ, car Rousseau fait partie d'un trio d'amis, une amitié qui va durer 30 ans, jusqu'à ce que, vers la fin de sa vie, Diderot découvre le véritable Grimm. Grimm était un homme intelligent, capable, compétent, qui rédige cette fameuse correspondance littéraire servie à une série d'abonnés de marque, mais c'est aussi un opportuniste. C'est un homme sans morale, qui ne croit pas au progrès de l'espèce humaine, qui ne cherche que les honneurs, les places et les pensions. Et Diderot finira par s'en apercevoir lorsque Grimm fera une critique sévère de l'attitude de l'abbé Raynal, qui avait pris de gros risques dans son histoire des deux Indes. Et il écrit alors une lettre apologétique de l'abbé Raynal à M. Grimm, où il découvre qu'il s'est trompé sur cet homme à qui il a voué une amitié aveugle. On a parlé d'ailleurs à cet égard d'homosexualité. On va entendre, et pour revenir sur cette question, parce que c'est une question importante, on va entendre une autre lettre de Diderot à Sophie Volant. Celle-là date du 14 juillet 1762, dans lequel il parle de Grimm et en particulier de ses yeux. Écoutez. Grimm est malheureux comme les pierres. Il étouffe sa peine dans son cœur, sa santé se perd. Il est certain qu'il devient aveugle. Je lui ai écrit aujourd'hui. Ah, mon ami, quelle lettre! L'ami s'y était peint avec des caractères si pathétiques, si vifs, si délicats, auxquels vous avez quelquefois reconnu votre amant avec transport. Il est arrivé sur le champ de la Briche. Avec quel plaisir nous nous sommes embrassés. Je les ai baisés, n'en soyez point jalouse. Oui, comme si c'eût été les vôtres. Je les ai baisés 100 fois, ces yeux si beaux, où je voyais jadis la sérénité du ciel et qui s'éteignent. Raymond Trousson, je les ai baisés, n'en soyez point jalouse. C'est à Sophie Volant, c'est à la femme qu'il aime que Diderot écrit cela. Il a baisé les yeux de Grimm comme Hamlet avait baisé les lèvres de Yorick. Est-ce qu'on peut parler d'amour ? Oui, c'est une sorte d'amitié amoureuse, encore qu'il ne soit absolument pas question d'homosexualité. C'est aussi cette expression passionnée, exaltée de la sensibilité, de la vertu, de l'amitié. C'est d'ailleurs amusant de lire ce qu'il écrit à propos de ces beaux yeux de Grimm, quand on sait que Rousseau, dans la Confession, explique que Grimm avait au contraire de gros yeux globuleux. Enfin, ça c'est une question de point de vue, bien entendu. Mais cette amitié est en effet aveugle. Grimm exploitera Diderot pendant toute sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une amitié aveugle qui repose sur la cécité croissante de l'ami en question. Exactement. Et ça prend parfois de curieuses proportions. Grimm a été absent pendant quelques mois, circulant en Allemagne, puis il revient, il arrive dans une société où Diderot était en train de dîner, et il se lève, son cœur bat, il est effondré, bouleversé, il se jette dans les bras l'un de l'autre, exactement comme s'il retrouvait une maîtresse, et du reste. Diderot raconte, toujours à Sophie Volant d'ailleurs, qu'à la fin du repas, avec discrétion,
les convives se sont retirés pour les laisser seuls, comme on laisse un amant avec une maîtresse. Or, il n'est pas du tout question d'homosexualité. Il y a cette amitié passionnée. Diderot est un écrivain de l'amitié, il en a une très haute idée, comme Rousseau d'ailleurs. Et c'est ce qui explique ces curieux rapports d'aveuglement, d'autant plus qu'après la mort de Diderot, Grimm aura des propos inqualifiables à l'égard de son ami. Lorsque certains manuscrits arriveront à Catherine II, qui n'en apprécie guère le contenu révolutionnaire, Grimm n'hésite pas à dire « oui, ce sont des divagations d'imbéciles », car Diderot était un imbécile lorsqu'il sortait de sa compétence. Voilà la reconnaissance de Grimm après 35 années d'amitié. Ce qui est intéressant avec Diderot, Grimm et Rousseau, on pourrait également d'ailleurs parler de Voltaire, c'est de voir que ces amitiés rompues débouchent sur des comportements qui sont peut-être les pires, c'est-à-dire le moment où ils s'en prennent les uns et les autres à la postérité respective de chacun. Or, et en particulier chez Diderot d'ailleurs, on a le sentiment que la postérité lui tient lieu. Alors, sans faire de Diderot, puisque Diderot fustige en permanence justement le strict calcul de l'intérêt chez des gens à qui il commençait d'abord par prêter toutes les vertus. Néanmoins, il y a chez Diderot un intérêt considérable pour sa propre postérité. Quand il écrit le Neveu de Rameau, il sait très bien que ce texte ne sera pas publié de son vivant de fait. D'ailleurs, ce texte, on le retrouvera, on verra les péripéties, mais ce texte, on le retrouvera près de plus de 100 ans après sa rédaction. Diderot travaille pour la postérité. Or, Diderot s'en prend, d'une certaine façon, à la postérité de Rousseau. Rousseau lui-même, en écrivant les Confessions, s'en prenait à la postérité de Diderot. Grimm parle de Diderot comme d'un imbécile après sa mort, c'est-à-dire que, en un sens, tous les coups sont permis. Sartre disait « on entre dans un mort comme dans un moulin ». Mais ce mauvais traitement qu'on fait aux morts, ce sont ici d'anciens amis qui se le font. Le cas de Diderot est aussi un peu particulier. Et son rapport à la postérité, on a l'impression que la postérité lui tient lieu de sens de vie. Mais exactement, étant donné que c'est un homme qui est coupé de toute transcendance, il n'a pas d'espoir du paradis des bien-pensants. Donc, toute sa vie, effectivement, il parle de la postérité qui le jugera. Et l'on comprend pourquoi. Il y a d'ailleurs sur cette postérité une longue dispute épistolaire avec son ami le sculpteur Falconet, qui lui est un réaliste. Il dit « moi, la postérité, je m'en fiche complètement, ce que je veux, c'est le succès tout de suite ». Or, Diderot, comment aurait-il échappé à cet espoir en la postérité, puisque l'essentiel des œuvres qu'il a écrites, et que nous admirons aujourd'hui, l'essentiel de ces œuvres est inconnu de ses contemporains. Ça ne sera révélé que tout au long du XIXe siècle. Donc il ne peut espérer la gloire de son nom que dans cette postérité lointaine, dont il entend, dit-il, le concert. Quant à Rousseau, s'il écrit ses Confessions, c'est parce que lui est convaincu qu'après sa mort, ses ennemis vont le déchirer, le traîner plus bas que terre, et ses confessions sont faites bien sûr pour la postérité. Il l'annonce d'ailleurs dans le préambule des Confessions. On le jugera sur ce qu'il écrit, puisque ce qu'il écrit est la vérité. C'est le pari qu'il fait, là encore. On reste dans un pari. Vous avez parlé de ses relations avec un sculpteur. Il y a chez Diderot une dimension... Bon, le personnage de Diderot est un personnage, c'est une totalité disparate. C'est le personnage pluriel par excellence. Il était encyclopédiste, philosophe, en un sens médecin, dramaturge, théoricien du théâtre, conteur... Voltaire l'appelait pantophile. Pantophile, exactement. Conteur, épistolier, critique d'art. Il avait en une journée 100 physionomies diverses. Serein, triste, rêveur, tendre, violent, passionné, enthousiaste, c'est Diderot lui-même qui le dit. Cette pluralité, cette bigarrure du personnage de Diderot va jusqu'au Diderot, j'allais dire, journaliste, c'est-à-dire le Diderot critique d'art qui, avant Voltaire, se distingue en particulier par ses salons et quelques dilections, quelques attachements, quelques peintres qu'il chérit entre tous et d'autres dont il réprouve les peintures amorales. Diderot n'invente pas la critique d'art au XVIIIe siècle. Il y a eu des gens comme Lafont Saint-Hyacinthe ou d'autres journalistes. Mais c'est Diderot. C'est lui qui lui donne évidemment sa tonalité géniale et indiscutable. Il fera donc 9 salons de 1759 à 1781, dont 2, ceux de 65 et de 67, atteignent la dimension de véritables livres. Diderot s'est en effet passionné pour l'art et au fil des années, il a d'ailleurs appris beaucoup de choses auprès des artistes qu'il fréquentait, notamment toute une série de questions techniques, de vocabulaire, qui font de lui un véritable spécialiste de la critique d'art. Quant aux artistes qu'il admire, et ceux qu'il n'aime pas, celui qu'il admire entre tous, par exemple, bien sûr, c'est Greuze.
Greuze avec la cordée du village, le retour de l'enfant prodigue, etc. Parce que, dit-il, c'est un peintre de morale. Et il le lui dit d'ailleurs dans un passage de ses salons, continuez, mon ami Greuze, à faire de la morale en peinture. La peinture, l'art en général, c'est pour Diderot une manière de faire du bien autour de lui. C'est toujours l'utilitarisme social. Et sur ce plan, il a même tendance à estimer que la peinture est peut-être supérieure à la littérature dans son efficacité, parce que c'est un art visuel, pas intellectuel, et qui peut par conséquent toucher davantage de gens. En revanche, il croit, bien sûr, à la vertu d'édification de cette peinture, sur le plan de la vertu, des valeurs morales, mais aussi sur le plan civique, bien entendu, comme le fera la Révolution avec le jeune David. Et c'est pourquoi il déteste la peinture libertine, celle de Boucher, de son gendre Baudouin, de Fragonard, avec les secrets de l'escarpolette, etc. Et il s'exclame d'ailleurs à ce sujet, il me semble que j'ai vu assez de tétons et de fesses. Cette peinture, dit-il, c'est la peinture d'une société dégénérée qui a perdu ses valeurs et qui va maintenant vers un libertinage dépourvu de morale et qui ne peut faire de bien à personne. Je ne sais que dire de cet homme-ci. La dégradation du goût, de la composition, des caractères, de l'expression, du dessin a suivi pas à pas la dépravation des mœurs. Que voulez-vous que cet artiste jette sur la toile? Ce qu'il a dans l'imagination. Et que peut avoir dans l'imagination un homme qui passe sa vie avec les prostituées du plus bas étage? La grâce de ces bergères est la grâce de la Favarde en Rose et Colas, celle de ces déesses est empruntée de la Deschamps. Je vous défie de trouver dans toute une campagne un seul brin d'herbe de ces paysages. Et puis, une confusion d'objets entassés les uns sur les autres, si déplacés, si disparates, que c'est moins le tableau d'un homme sensé que le rêve d'un fou. Je n'ose dire que cet homme ne sait vraiment ce que c'est que la grâce. J'ose dire qu'il n'a jamais connu la vérité. J'ose dire que les idées de délicatesse, d'honnêteté, d'innocence, de simplicité lui sont devenues presque étrangères. J'ose dire qu'il n'a pas vu un instant la nature, du moins celle qui est faite pour intéresser mon âme, la vôtre, celle d'un enfant bien né, celle d'une femme qui sent. J'ose dire qu'il est sans goût. Entre une infinité de preuves que j'en donnerai, une seule suffira. C'est que dans la multitude de figures d'hommes et de femmes qu'il a peintes, je défie qu'on en trouve 4 de caractère propre au bas-relief, encore moins à la statue. Il y a trop de mines, de petites mines, de manières d'affaîtrie pour un art sévère. Il a beau me les montrer nus, je leur vois toujours le rouge, les mouches, les pompons et toutes les fanfioles de la toilette. Croyez-vous qu'il ait jamais eu dans sa tête quelque chose de cette image honnête et charmante de Pétrarque ? Ce qui était intéressant quand même et presque fascinant dans ce qu'il dit de Boucher ici, donc c'est dans son salon de 1765, bon, c'est d'abord le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de lui, en un sens, quand on le lit, c'est cette critique d'une peinture libertine, qu'il trouve au fond déplacée, et qu'il trouve en somme désordonnée. Cette critique de la peinture libertine va de pair avec chez Diderot avec un éloge de la vérité. Or, on pourrait se dire, a priori comme ça, si on n'a pas lu les salons et si l'on n'a de Diderot qu'une idée reçue, eh bien tout simplement que Diderot, par définition, adorerait la peinture libertine, d'une part, et deuxièmement, qu'il se fiche de savoir ce qu'est la vérité, dont la résonance métaphysique lui semblerait tout à fait étrangère. Pas véritablement, parce que lui assimile la vérité à l'authenticité et surtout à la nature. Cette nature dont il reconnaissait l'imitation chez les Grecs notamment, chez les anciens pour le théâtre. De plus, le côté, disons, moralisant de l'art chez Diderot se retrouve aussi dans sa conception du théâtre. Le fils naturel ou le père de famille sont également des pièces moralisantes et même qui ont un ton de prédication qui nous fait parfois un peu sourire. Quant à la vérité, il explique surtout comment il faut la trouver.
car Diderot intervient toujours de manière subjective et personnelle dans son jugement sur les peintres, dont aucun n'est d'ailleurs jugé de façon définitive. Oui, j'aime Chardin, mais enfin c'est indécis, et Chardin, c'est pas terrible. Donc, jamais de jugement définitif. Il juge sur pièce. Cette vérité, comment l'obtient-on dans l'art ? Il l'expliquera d'ailleurs pour le conte à la suite des deux amis de Bourbonne. Pour la peinture, c'est très simple, dit-il. Regardez le tableau qui représente un portrait de femme. Cette femme est admirable, elle est belle. Oui, mais elle n'est pas vraie. C'est une femme idéale, c'est une projection de l'imagination de l'artiste. Alors, comment aurais-je le portrait d'une femme belle, mais vraie ? Simple. Une légère petite cicatrice au bas de la lèvre inférieure, un début de ride près de la paupière. Ce n'est plus un portrait idéal, c'est un portrait d'une belle femme. Donc le détail réaliste fait tout. C'est ce qu'il fera en effet dans sa conception du conte dans Les deux amis de Bourbonne. Alors, autre point également, il y aurait beaucoup à dire sur l'esthétique de Diderot, qui le fait passer de la représentation d'une belle chose à la belle représentation d'une chose, finalement. On est ici, en un sens presque, chez un homme du 19e siècle, avec Diderot. En tout cas, une sorte... Élisabeth de Fontenay, pour parler de Diderot, dit de lui que c'est l'avant-garde qui nous fait défaut. On peut considérer que d'un point de vue pictural, il est à l'avant-garde de son temps à cet égard. Pas seulement d'ailleurs au point de vue pictural. Il est évident que si l'on compare deux géants de l'époque, Voltaire et Diderot, par bien des côtés, Voltaire appartient encore au XVIIe siècle, en particulier sur le plan de l'esthétique. Diderot, au contraire, c'est l'homme de l'avenir. Alors, sans reprendre les vieilles catégories qui ne tiennent pas debout sur le pré-romantisme, etc., il est évident qu'un certain aspect de Diderot, dans la critique d'art assurément, mais aussi bien sûr dans l'écriture, annonce une libération, un affranchissement quasi total à l'égard des contraintes classiques. Des œuvres comme Jacques le Fataliste, par exemple. Ou le Neveu de Rameau. Ou le Neveu de Rameau. C'est une œuvre d'une modernité absolument stupéfiante et qui ne répond absolument pas au canon de l'époque. Et c'est bien pourquoi un homme comme Voltaire se sent choqué, en particulier par le théâtre de Diderot. Voltaire, même s'il admet certaines transformations de la tragédie, certaines améliorations, certains progrès, d'autres pourraient trouver choquant le classicisme du théâtre de Voltaire. C'est précisément ce qui se passe d'ailleurs, car Voltaire n'apprécie en réalité... Bon, il fait des compliments parce qu'il faut bien, mais dans sa correspondance avec d'autres personnes, il estime que franchement ça vaut rien, et que Diderot d'ailleurs ne connaît rien au théâtre. De son côté, lorsque Voltaire demande à Diderot son avis sur une de ses pièces, il y a deux versions. Il y a la version que Diderot envoie à Voltaire, « Cher maître, une merveille superbe ». Et puis dans la lettre qu'il écrit à Sophie Volant, il décortique les actes un par un en montrant que ça vaut rien. Donc, il y a évidemment l'attitude sociale qui joue un rôle. Mais il est certain que leurs esthétiques sont finalement aussi différentes que leur position philosophique. Merci Raymond Trousson, on vous retrouve demain pour continuer cette conversation, et d'ailleurs on va repartir demain. Cette conversation, on va parler du rêve de d'Alembert en particulier, et du matérialisme de Diderot, ce matérialisme en un sens paradoxal, quoique radical, de Diderot. Pour parler de cela, on partira de la comparaison que Diderot propose, de la comparaison qu'on peut faire entre ce qu'il dit de Chardin, du mélange de la peinture de Chardin, et ce que Bordeu lui-même dira de la nature, dont il dira qu'elle ne contient rien de précis. À demain donc.
À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. On quitte Diderot jusqu'à demain et on commence aujourd'hui une semaine d'entretien consacrée aux moralistes dans le journal des Nouveaux Chemins. Les moralistes, ou ces auteurs qui se situent quelque part entre le XVIe et le XVIIIe siècle, entre la philosophie et la littérature, entre la France et d'autres pays d'Europe, et qui sont, contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, tout sauf des moralisateurs. Pour essayer de comprendre ce qu'est cette famille d'auteurs qu'on appelle les moralistes, nous sommes en compagnie de Louis Van Delft, professeur émérite de langue et littérature française à l'université Paris X, et auteur d'une dizaine d'essais sur les moralistes, dont le dernier s'intitule « Les moralistes, une apologie », et qui est disponible en ce moment en poche chez Gallimard. Bonjour Louis Van Delft. Bonjour. Alors s'il y a une chose à savoir sur les moralistes, si au terme de cette semaine on ne doit retenir qu'une idée, c'est le fait que les moralistes ne sont pas des moralisateurs, Louis Van Delft. Est-ce que vous souscrivez à cette expression ? Alors j'aimerais pouvoir y souscrire pleinement, parce que trop souvent, tout le mal, car il y a un certain mal, il y a surtout un certain malaise, vient de ce glissement, de cette ambiguïté, et il faut bien dire aussi de cette parenté qu'il y a entre ces deux personnages. Mais le mot moraliste, qui dérive, lui, de mœurs, nous donne bien à entendre qu'il s'agit de l'observation de la nature humaine, de l'étude de la condition humaine, et il se trouve que très souvent, le grand public fuit dès qu'il entend même le mot de moraliste, parce qu'il le confond avec moralisateur. Il présuppose que le moraliste est celui qui émet un jugement moral sur les choses, qui détermine un bien et un mal. Exactement. Alors le moraliste est victime de cette sorte de crainte, à notre époque particulièrement, où le mot moral fait l'objet de amour-répulsion, dirait-on. Et le moraliste est un petit peu victime de ce cousinage avec le moralisateur. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une séparation absolue entre les deux. Dans le meilleur des cas, les auteurs vraiment qui nous impressionnent le plus, ce ne sont pas ceux qui pontifient, mais ce sont des sortes de prédicateurs, mais des prédicateurs laïques. C'est vrai qu'ils sont toujours dans l'ombre portée de la croix et qu'on ne peut pas comprendre la littérature des moralistes, notamment des siècles que vous avez cités, et même au-delà, sans voir l'impact et la présence constante de certains enseignements de l'Église. Mais il y a évolution, et puis il y a des tempéraments, ce qui fait qu'on peut tenter de faire toute une typologie et non seulement une définition des moralistes, et on observe alors une diversité extrême. Alors c'est ce que nous allons essayer de faire justement aujourd'hui, Louis Van Delft, et toute cette semaine d'ailleurs. Donc on comprend à vous entendre ce que ne sont pas les moralistes, ce ne sont pas nécessairement des moralisateurs, bien que effectivement on ne puisse pas affirmer ça de manière aussi tranchée. Mais alors que sont-ils ? Que sont les moralistes ? Et je crois que pour essayer de répondre à cette question, vous aviez proposé une citation d'un texte de Montaigne qui pouvait fournir une forme de définition de ce que sont les moralistes. Avec Montaigne, nous entrons évidemment par une sorte de arc de triomphe, par une porte absolument magistrale, dans la littérature des moralistes. Nous entrons, vous savez, on ne peut pas faire des coupures aussi nettes. En réalité, Montaigne se situe évidemment sur la longue durée. Et j'ai longtemps souscrit à une définition qui n'est pas celle de Montaigne, mais qui est celle de Wilhelm Dilthey. Et cette définition m'a longtemps satisfait. Dilthey définit le moraliste comme philosophe de la vie. Et cette expression m'a paru séduisante très longtemps, jusqu'au moment où je me suis interrogé davantage sur la magnifique tournure de Montaigne, justement, qui parle, mais il n'est pas le premier, à vrai dire, de spectateur de la vie. Voilà, alors, donc Dilthey parle de philosophe de la vie, voilà, et Montaigne de spectateur de la vie. Voilà. Et il me semble que la tournure de Montaigne, dans une citation que je peux vous lire, elle sous-tend un autre ouvrage que justement j'ai consacré non pas à Montaigne seul, mais enfin cette citation de Montaigne ainsi que l'hommage qu'il rend à Socrate, sous-tendent, c'est les pierres angulaires de ce livre qui s'appelle justement « Les spectateurs de la vie ». Je vais vous lire ces deux citations de Montaigne parce qu'elles me paraissent vraiment fondamentales. Bon, d'abord, c'est un hommage à Socrate. Montaigne, évidemment, n'est pas du tout le premier, mais à lui rendre cet hommage, pour lui, Socrate, c'est la figure même du moraliste, c'est le type. Et dans cette phrase très brève, il dit « C'est lui, Socrate, qui ramena du ciel, où elle perdait son temps, la sagesse humaine, pour la rendre à l'homme
où est sa plus juste et laborieuse besogne et plus utile. Alors on pourrait longuement commenter cette phrase, je ne vais pas le faire. Et simplement, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose de très provoquant, de très audacieux, même de la part de Montaigne, à parler de la philosophie, la sagesse humaine qui perdait son temps au ciel et qui est ramenée à l'homme. Là, il y a quelque chose de très, presque de la dynamite, qui risque de nous échapper aujourd'hui, mais c'est évidemment une courbe qui nous est proposée, et à vrai dire, à mon avis, une courbe en 3 temps. Il y a le ciel, vers l'homme, et plus cela va, et Montaigne lui-même jouera un immense rôle dans cette évolution, c'est dans l'homme. Et là, c'est le modèle anatomique dont on aura sûrement l'occasion de reparler. La deuxième citation de Montaigne, je peux vous la lire aussi, mais enfin, c'est une distinction de 3 sortes d'hommes. Notre vie, disait Pythagoras, ressemble à la grande et populeuse assemblée des Jeux olympiques. D'autres philosophes de la vie ou spectateurs de la vie prennent l'image du marché. Les uns, dit Montaigne, s'y exercent le corps pour en acquérir la gloire des jeux. D'autres y portent des marchandises à vendre pour le gain. Il en est, et qui ne sont pas les pires, lesquels ne cherchent autre fruit que de regarder comment et pourquoi chaque chose se fait et être spectateur de la vie des autres hommes pour en juger et régler la leur. Donc là, le terme important, effectivement, c'est celui de spectateur. Oui. Puisqu'avec la figure de Socrate, la citation que vous avez lue précédemment, on était plutôt du côté de la philosophie, de la définition des moralistes comme étant des philosophes, alors que là, avec cette citation-là, on est plutôt du côté des spectateurs de la vie, bien que philosophe et spectateur ne soient pas contradictoires. Pas du tout, puisque au fond, Socrate lui-même n'a rien écrit, et qu'il observait la vie, Voilà. et que son œuvre, c'est justement le dialogue, et ce qui compte également dans la deuxième citation de Montaigne s'applique éminemment à Socrate, spectateur de la vie des autres hommes, pour en juger et régler la leur. Mais alors là, ce qui est étonnant, c'est le terme de juger. Donc, on avait dit en début d'émission que le moraliste ne prononçait pas un jugement moral sur les choses et sur les mœurs. Or là, Montaigne écrit que ces gens-là sont les spectateurs de la vie des autres hommes pour en juger et régler la leur. Alors de quelle forme de jugement s'agit-il ici ? Eh bien justement, il s'agit d'un jugement sur soi, il s'agit d'un examen de soi. Ce n'est pas donc un moralisateur, puisqu'il ne donne pas là de préceptes à autrui. Montaigne en donne. Toute l'ambiguïté entre moralisateur et moraliste, on l'a en fait déjà chez Montaigne, mais de façon très discrète, beaucoup plus discrète que chez cette armée, cette légion d'auteurs que nous appelons minores, dont quelques-uns méritent d'être réhabilités, mais avec Montaigne, évidemment, ces préceptes sont proposés beaucoup plus qu'à imposer avec un doigté, avec du grand art. On comprend à vous entendre que même Montaigne fait partie de cette grande famille des moralistes, ce qui n'est pas forcément évident de premier abord. Merci beaucoup Louis Van Delft. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur, entre autres, de cet ouvrage « Les moralistes, une apologie » qu'on trouve en folio chez Gallimard. Et on vous retrouve demain pour la suite de ces entretiens. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Adèle. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 10h pour la suite de cette semaine sur Diderot, où il sera question, demain en tout cas, du rêve de d'Alembert. J'ai plaisir, Raymond Trousson, à rappeler l'existence de votre biographie sur Diderot, parue chez Talandier, car elle évite à merveille, je dois dire, le double écueil de l'érudition sèche et de la vulgarisation sans intérêt, pour proposer au lecteur une approche aussi précise que stimulante de Denis Diderot. Retrouvez, chers auditeurs, toutes ces informations bibliographiques, etc. sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent évidemment téléchargement et écoute en ligne. France Culture, 10h59 dans un instant, Culture Monde.